Alors voilà, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Richard Louis, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cet entretien. On ne se connaît pas du tout, donc c'est vraiment une découverte pour moi de te voir et puis aussi d'avoir lu ton roman. J'ai été attirée par ce roman parce que il est présenté comme un espèce de thriller gastronomique et comme je suis quelqu'un de gourmand, je me suis dit oh là là, mais ça a l'air super. Puis j'adore les romans où on voit les héros faire la cuisine, en fait, etc., ou les héroïnes, et où ça donne un petit peu envie de manger des bonnes choses. Donc, comme Montalban en Espagne, voilà. Et donc, il y a aussi Camille Herry qui fait ça très très Michel bien. Barrière en France aussi. Oui, oui. Et donc, voilà, donc c'est ce qui m'a attirée, j'ai été intriguée par ça. Donc, j'ai commencé par le dernier, hein, donc Mortelle Papaline. Tu vas nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une papaline. Moi, je le sais maintenant. Et j'ai découvert, en ouvrant le livre, que c'était pas seulement gastronomique, mais aussi historique. Il y a un versant historique dans ton roman, dans tes romans. Et donc, celui-là est entrecoupé de chapitres. Hein, c'est un chassé-croisé comme ça. De temps en temps, on a des chapitres qui se passent de nos jours avec l'intrigue policière. Et de temps en temps, on a des chapitres qui nous ramènent dans celui-là à l'époque de la Révolution et à une époque où Avignon est redevenue française. Ça, je le savais grosso modo. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait eu un intermède d'indépendance. Donc c'est le sujet du livre. Alors, tu vas nous en parler, mais avant de nous parler du roman et de nous le résumer, tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est qu'une papaline. Alors la papaline, c'est la spécialité avignonnaise, mais qui a été créée, qui est assez récente, hein, ça a été créé dans les années 60, 1960, par les pâtissiers d'Avignon. Et en fait, c'est un chardon au chocolat qui est recouvert d'un colorant rouge pour représenter la pourpre cardinalis, donc pour représenter les papes également. Et à l'intérieur se trouve de la liqueur d'origan. La liqueur d'origan, ce sont des herbes qu'on va ramasser sur les flancs du Mont Ventoux. Alors c'est assez surprenant parce qu'on croque d'abord du chocolat et ensuite on a cette liqueur qui vient, qui peut être agressive pour certaines personnes. Elle est amère, Ouais. elle est comment? Bon, on aime ou on n'aime pas les papalines. Moi, je suis mal placé pour en parler parce que je n'aime pas l'alcool dans les desserts et dans les chocolats. Moi, personnellement, je trouve ça un peu agressif, mais j'ai plein d'amis autour de moi qui adorent ça. C'est vraiment voilà, c'est un mélange de douceur et de force avec cette liqueur. Voilà. D'accord. Qui a vraiment un goût très, très d'herbe, en fait. Ouais. Alors, quand tu dis chardon, je ne sais pas ce que c'est, moi, qu'un chardon. Un chardon, mais c'est comme un chardon qu'on trouve dans la campagne. D'accord. C'est piquant. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, ce sont ces petites boules rouges, voilà. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est une boule un peu hérissée. Voilà, c'est ça. Une boule hérissée au chocolat avec à l'intérieur un alcool d'origan. Cette liqueur d'origan. Oui, voilà. D'accord. Bon, ça a l'air. Moi, j'aime bien l'alcool avec le chocolat. Bon, la prochaine fois. Alors. Mais c'est vrai que souvent en dégustation, j'en amène. Quand sur en dégustation. En dédicace, j'en amène pour faire déguster aux gens. Bien sûr, bien sûr. C'est dangereux alors tes dédicaces. On peut repartir un peu vacillant, oui. Alors donc, et le roman, d'où est venue ton idée? Donc, allez, on mélange les deux, c'est pas grave, vas-y. En fait, il y a une rumeur à Avignon qui existe. Moi, c'est mon grand-père, quand j'étais adolescent, qui m'avait dit, mais tu sais, Avignon pourrait être indépendant comme Monaco, parce qu'a priori, il y aurait un vice de forme dans le traité qui rattache Avignon à la France. Quand je cherchais cette idée pour mon troisième livre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis après, on avait tout de l'histoire qui en a découlé. Mais j'ai commencé à en parler autour de moi, et les gens autour de moi me disaient, ah oui, il paraît que c'est vrai. Alors voilà, cette rumeur, elle est là, comme quoi Avignon pourrait être indépendant. Et je me suis engouffré dedans, évidemment, pour raconter mon histoire. Et est-ce que c'est vrai que... Oui, mais nous, on ne la connaît pas, l'histoire, tu ne veux pas nous la raconter? Tu veux pas nous pitcher ton roman? Le pitch, il est relativement simple. Ce sont des Russes qui veulent arriver
en soutien d'un adjoint au maire qui brigue la mairie d'Avignon, approuvait justement qu'Avignon peut être indépendant, de manière à pouvoir faire des casinos sur cette île de la Barthelasse qui se trouve entre Avignon et Villeneuve-les-Avignon, qui à l'époque appartenait à la France. Voilà. D'accord, très bien. Et oui, c'est très bien résumé. Mais alors ma question, c'est est-ce que, au-delà de la rumeur en ce moment, parce que c'est une question que je me suis posée en lisant, est-ce qu'il y a eu ou il y a des personnalités politiques qui voudraient exploiter ce truc ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça, c'est juste. Ça, c'est vraiment dans le c'est juste la partie romance, voilà. C'est la partie fiction. Mais on se pose la question en lisant. On se demande si c'est une réalité politique d'Avignon. Ouais, peut-être. Ça aurait pu. Moi, j'ai suivi l'histoire à 80%. Après, je me suis beaucoup aidé d'historiens qui avaient écrit sur Avignon, dont un que j'ai appelé et à qui j'ai voulu faire dire ce qui m'arrangeait par rapport à mon livre et qui, au bout d'un moment, m'a dit « Mais attendez, moi je suis historien, vous êtes romancier, faites bien ce que vous voulez. » Oui. Mais voilà. Mais j'aime pas trop quand même chambouler l'histoire. Malgré tout, les 20% que j'ai rajoutés, je me demande si finalement ils ne seraient pas vrais. C'est-à-dire, c'est ce qui concerne la partie actuelle ou la partie historique? Non, la partie de mon enquête, la partie finale de mon enquête, je me dis que finalement, peut-être qu'on ne nous a pas tout dit et qu'il faut se passer des choses comme ça. Ah voilà. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas tout. Parfois, les dossiers s'ouvrent, mais tellement longtemps après que c'est oublié et que voilà, et que ça passe à la trappe. Mais par contre, alors toute la partie historique avec ce fameux coupe-tête là, Jourdan, ça c'est vrai alors. Oui, ça, alors là, je me suis vraiment appuyé sur Ernest Daudet, le frère d'Alphonse, qui a écrit un bouquin sur Jourdan Coupe-tête. Et c'est très intéressant, ce personnage. En fait, j'aime l'histoire pour ça, parce que je tire un petit morceau de ficelle, et puis petit à petit, il y a la pelote qui arrive, et chaque fois, je découvre des personnages intéressants. Dans Les Pâtes à la Carbonari, qui est le livre qui a précédé, c'était Lafayette. Bon, Lafayette qu'on a tous l'impression de connaître, mais qu'en fait on connaît très mal. Et là, dans celui-là, c'est ce fameux Mathieu Jouve qui s'est fait appeler Jourdan Coupe-tête parce que il aurait, soi-disant, coupé la tête du gouverneur de la Bastille, M. Delaunay, un certain 14 juillet 1789, avant de venir à Avignon. D'accord. Il était patibulaire, mais presque. C'était pas un personnage sympathique. Oui, non, il n'a pas l'air très sympathique. D'ailleurs, au début, je me suis un peu fourvoyée parce que j'ai eu l'impression que c'était un bourreau officiel, en fait. Avant de lire ton roman, hein. J'ai fait une confusion sur des noms. Je me demande s'il n'y a pas une famille de bourreaux qui s'appelait Jourdan. Enfin bon, bref, je ne sais pas. J'ai fait une confusion par rapport à des choses que j'avais lues il y a longtemps. Et donc, et après, non, j'ai découvert que c'est vraiment un choix, c'est même pas un choix, c'est vraiment un choix de... Mais on ne sait pas, c'est peut-être pas lui qui a coupé la tête, mais enfin, il a fait d'autres choses qui n'étaient pas très importantes. On voit une gravure où on voit quelqu'un porter une tête, mais bon, à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'est pas sûr, on n'est pas vraiment sûr que c'était lui. Oui, et même maintenant, les images sont trafiquées. Mais cette histoire de tour glacée... La tour de la glacière. La tour de la glacière à Avignon, donc ça c'est bien. Là, on est sûr que c'est lui qui est à l'origine. Là, on est vraiment sûr, oui. De ce massacre, d'accord. Bon, oui. J'en dis pas plus parce que je veux pas trop dévoiler non plus, mais c'est intéressant parce que je dirais qu'il y a un thriller aussi dans la partie historique. Enfin, je veux dire parce qu'on découvre au fur et à mesure ce qu'il fait et avec la notion d'impunité, ça c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment... Ah oui, il y a ça, il y a cette notion d'impunité. D'ailleurs, en fait, il a été pris à la fin parce qu'il avait mis les mains dans la caisse, en fait. C'est parce que sinon il aurait pu rester impuni malgré toutes les mauvaises actions qu'il avait pu commettre, cet homme-là. Oui, en même temps, comme à Paris, il se passait la même chose, et puis que c'était une roue qui tournait, et puis que c'était la terreur, quoi, voilà, et que les gens s'auto-massacraient avec beaucoup de... Voilà, ça allait très vite. Bon, ça devait leur sembler effectivement pas très... énorme, ce qu'il avait fait lui à Avignon, quoi. Oui, c'était pas une centaine de personnes qui comptaient beaucoup par rapport aux quelques milliers qu'il a pu avoir sur Paris. Oui.
Alors donc, ben voilà, ben moi j'ai passé un très bon moment à lire ce roman. Je vais tout à l'heure, je dirais dans ma perception à moi, je suis féministe et donc un petit truc qui m'a un petit peu gênée dans ton roman, mais qui n'enlève rien à l'histoire ni aux qualités intrinsèques du roman, qui est le thriller gastronomique, historique, tout y est, tout est parfait. Mais bon, peut-être c'est ma propre sensibilité, donc je voudrais en parler quand même un tout petit peu. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Alors, par contre, avant, je vais me faire plaisir et je vais lire un extrait de ton roman. C'est partie de l'entretien que j'aime beaucoup. Alors, attends, si j'arrive à ouvrir ma liseuse. Voilà. Alors, on est avec un historien avignonnais qui s'appelle Robert de la Casa. C'est au tout début du roman. Il sort des archives. Il vient de faire une découverte très importante, dont il sent lui-même qu'elle est assez sulfureuse et peut-être même, ou en tout cas très importante. Et il voudrait en parler à un ami à lui, qui est un personnage qu'on va retrouver après, qui s'appelle José Garcia, et qui dit Pépé, et qui est un ami du héros, le héros s'appelle Arthur Chevalier, mais oui, Mac, mais Michel Arthur Chevalier. Michel Arthur Chevalier, je ne me rappelais plus du premier prénom, parce que bon, on pense à lui comme Mac, hein. Et donc, il voudrait les prévenir, mais son ami est parti en vacances, il n'a pas les coordonnées directes de Chevalier, donc voilà, il se fait plein de réflexions, il arrive chez lui. Il ouvrit la porte avec son passe et laissa passer un couple, certainement un père et sa fille, qui prirent l'ascenseur en même temps que lui. « Quel étage ?» leur demanda-t-il. « 11e, répondit la jeune fille. « Ah, vous allez chez l'éducatel ?»« Oui, nous avons rendez-vous. Je croyais qu'ils étaient partis en cure. »« Oui, mais ils sont revenus aujourd'hui pour nous voir. »« Excusez-moi, je suis curieux et je me mêle de choses qui ne me regardent pas. »« Non, non, pas de problème, répondit l'homme en le regardant fixement. La curiosité peut ne pas être un défaut. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là, par curiosité. À la flow, vai, to stem, labio. Excuse-moi, je sais pas, j'ai pas le bon accent. Mais disons que c'est une phrase provençale. S'il fut étonné suite à cette réflexion, il le fut encore plus de cette dernière phrase, dite dans un mauvais provençal teinté d'accent slave. Si la jeune fille n'avait pas vraiment d'accent défini, il était certain qu'elle n'était pas d'ici. L'homme était russe, ou par là, ça il l'aurait parié. Ils étaient arrivés à son étage et la porte venait de s'ouvrir sur son palier. Il les salua et sortit, pensant à la phrase que le type venait de massacrer et qui pouvait se traduire par « en tout temps, l'abeille va vers sa fleur ». Il ne voyait pas le rapport. C'est au moment où il poussait la porte de son appartement, après l'avoir déverrouillé, qu'il se rendit compte que l'ascenseur n'était pas reparti et qu'un coup d'épaule le projeta à l'intérieur. Voilà, je vais arrêter là. Et j'espère que ça donnera envie à des lecteurs de lire la suite et de savoir ce qui arrive à Robert de la Casa, qui est tombé sur ces deux personnages. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, justement, j'ai l'occasion de parler avec un auteur, c'est des choses qu'on a peu l'occasion de poser aux écrivains. On les a jamais en face, donc moi j'étais en face, donc je te pose la question, voilà. Moi ce que j'aime bien justement, je fais des dédicaces dans des médiathèques. Oui. Dans une médiathèque, il y a justement ce rapport avec les gens qui posent des questions. Il y en a une que tu ne m'as pas posée, mais moi, par exemple, on m'a demandé pourquoi je tuais les gens que j'aimais. Oui. Et je n'avais pas vraiment réalisé ça, en fait. Oui, oui, et oui, puisque tu as tué la première femme de... Je tuais pour ma femme, et là, dans celui-là, aussi... Voilà. Pépé, oui. Ah. Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que, bon, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Oui, donc oui. c'est intéressant. Oui, oui. Oui, parce que c'est psychanalytique, en fait, tout ça. Et oui, oui, oui. Il y avait même dans le canapé, ils m'ont demandé si je voulais m'allonger. J'ai dit non, pas tout de suite. Non, mais c'est sûr, c'est pour ça que je te demandais aussi, est-ce que ça t'échappe? Parce qu'il y a de l'ordre de l'inconscient. Quand on écrit, c'est évident. Il y a des choses qui nous échappent à tous. Ma question suivante sera un peu plus technique au niveau de l'écriture, d'autant plus qu'il est assez compliqué au niveau des allées-venues, ton roman. C'est comment tu t'organises pour ta structure de récit, en fait? Différemment à chaque livre. Alors, vas-y, explique-nous ça. Je sais pas. Pour moi, c'est un mystère. Et c'est toujours un mystère. Celui-là, par exemple,
je l'ai vraiment lu en même temps que je l'écrivais. C'est-à-dire que je ne savais pas vraiment où j'allais. Enfin, si, j'avais l'idée de la trame générale, mais je n'avais pas de plan. Celui que je viens d'écrire là, j'avais un plan bien précis, mes personnages, tout était bien cadré, tout. Donc chaque livre a une écriture différente. Pour moi, c'est vraiment mystérieux. Oui. Et donc, ça arrive en fonction c'est le sujet qui induit ta façon de... Je ne peux pas le Ou dire. l'idée de départ, d'où elle est venue, qui influe. J'en sais rien. L'idée de départ, voilà, là j'avais l'idée de départ, j'avais pas la fin. J'ai eu la chance d'avoir une éditrice extraordinaire parce que elle a accepté le livre comme ça, en me mettant sur la piste, en me montrant les endroits où ça allait pas, où honnêtement, je ne pourrais pas lui dire, mais je le savais, mais j'espérais que personne ne le verrait. Et puis, du coup, ça m'a permis de les corriger, d'arriver à ma fin qui est crédible et de repartir en arrière pour recorriger. Voilà. Donc, pour celui-là, ça s'est passé comme ça. Pour les autres, pas obligatoirement. Est-ce que tu as amené le sujet de ta rencontre avec ton éditrice, Hélène Babot, les éditions? Tu l'as rencontrée, comment est-ce que ça se passe avec elle? Comment ça s'est passé là? C'est un ami auteur qui devait être édité chez elle et puis qui au dernier moment a changé d'idée, qui m'a donné ses coordonnées puisque je ne la connaissais pas. Je lui ai envoyé donc le manuscrit de Mortelle Papaline et bon, non seulement, comme je disais, elle m'a vraiment bien aidé, ce qui a été génial, c'est que ça s'est fait très tranquillement, sereinement. Sans vraiment qu'on m'oblige à corriger. Mais j'ai corrigé, voilà, parce que j'ai senti ce qu'il fallait faire. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Oui, en fait, elle a fait un travail éditorial, vraiment. Un vrai travail. Il y a un vrai boulot. D'ailleurs, je lui ai donné mes 2 premiers bouquins qui avaient été édités ailleurs et qu'elle a récupérés, mais qu'elle a corrigés quand même. C'est-à-dire qu'elle ne les a pas réédités telles quelles. Elle les a corrigés également. On a fait des modifications. Donc voilà, c'est un vrai boulot. C'est un boulot qui est bien fait. Et puis là, je viens de passer 2 jours avec elle au salon 100% Polar à Saint-Chef. Donc voilà. Tout va bien. Oui, donc tu l'as bien rencontré et vous avez poursuivi. On ne s'est pas vu pendant très longtemps, en fait. Oui, on ne se voit pas toujours. Heureusement que maintenant, il y a tous ces moyens géniaux de se rencontrer. On n'est pas obligé de se voir en vrai. Mais alors, quel est ton prochain roman? Tu as dit que c'était de la littérature blanche. Alors, oui, celui qui va sortir, il faudrait demander à Hélène. Normalement, moi, j'aimerais bien au mois de mai, parce que j'ai des salons et que ça serait bien de l'avoir. En fait, la première œuvre que j'avais écrite, c'était une pièce de théâtre. Et donc, j'ai repris cette pièce de théâtre. Alors là, j'avais un plan, puisque j'avais déjà quelque chose. Et j'ai transformé en un petit roman. C'est une fable satirique. Et en fait, les 2 histoires que je viens d'écrire là en rapport à l'amitié et au mensonge. D'accord. Pourquoi tu dis les 2 histoires? Parce que j'ai celui-là qui va sortir au mois de mai et je suis en train de finir un autre bouquin sur un autre thème. D'accord. Mais je tourne toujours autour amitié et mensonge. Voilà. D'accord, ok. Pourquoi? Là aussi, je n'en sais rien. Non, mais bon. Et je vais reprendre l'écriture du 4e Mac parce que j'ai la partie historique, j'ai pas encore tout à fait l'enquête, mais voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire en 2 parties et je me rends compte que celui que je suis en train d'écrire là, j'ai encore écrit en 2 parties sans vraiment m'en rendre compte, mais en fait, l'histoire, ce sont des auteurs qui écrivent un bouquin et à l'intérieur de ce bouquin, il y a des extraits du livre qu'ils sont en train d'écrire. Donc j'ai toujours mes 2 parties. Ah oui, exact, ouais. Voilà. Ah oui. Mais il n'y a pas de recette de cuisine, ce qu'il y a dans les... Donc il va y avoir un 4e Mac sans recette de cuisine? Sans recette de cuisine? Ah si. Non, je dis dans les 2 collections blanches, il n'y a pas de recette de cuisine. Oui, dans les Mac, il y aura toujours mes 50 recettes. Ah bon, tu me rassures. J'y tiens, c'est le... Voilà. Oui, d'accord. J'aime bien ça, en fait. Bon, ça devient plus compliqué pour moi parce que dans le premier, c'était vraiment des recettes à moi. Et puis 50 plus 50 plus 50, j'en suis déjà à 150 recettes. Donc heureusement que j'ai beaucoup d'amis chefs de cuisine et que je me fais aider par eux. Ah oui. Voilà. Je les ai déjà branchés pour le 4e, donc c'est bon. Oui, bon, ça a l'air génial. Hein. Bon, je les ai pas faites, tes recettes, je suis pas très... mais non, mais elles sont faciles à faire. Et puis, comme je dis tout le temps, une recette n'est pas faite pour être suivie.
Donc c'est une bonne base. Si Oui, on a c'est envie vrai. de l'améliorer, parce que là, dans celui-là, il y a des recettes provençales. Mais voilà, une daube, une ratatouille, je sais bien que toutes les familles vont dire, ben moi je la fais pas comme ça, Oui, c'est pas grave. c'est Voilà, vrai, c'est pas grave, c'est c'est vrai. pas un problème. Moi non plus. Moi non plus, parce qu'en fonction de ce que je vais avoir dans le frigo, je vais faire différemment. Donc, Oui, 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 c'est vrai. Et alors, quels sont les titres de ces deux, donc celui qui devrait sortir en mai et l'autre, les deux de la littérature blanche qui vont sortir? alors, celui qui va sortir en mai s'appellera normalement, on n'est pas encore fixé, mais ça serait Vacances de malade, mais c'est pas encore fixé parce qu'il y a une histoire effectivement de maladie, ou de mensonge autour d'une maladie. Et voilà, qui se passe, et ça se passe dans un mas en Provence où se retrouvent des gens et où ça part un peu en vrille à l'issue de ce. Je vois très bien en film d'ailleurs ce truc-là. Oui, oui, ça a l'air très sympa. Mais en plus, le titre, Histoire de malade, il y a un jeu de mots. Enfin, il y a Voilà. ouais, on Voilà. sent l'humour, quoi, qui pointe. Ah oui, mais voilà, il est assez. Plutôt en rendre quelqu'un qu'on n'apprécie pas et qu'on trouve particulièrement bête, plus intelligent si on lui fait croire qu'il est très malade. Est-ce que quelque part ça peut le transformer? Voilà, c'est un peu le point de départ. Ah oui, d'accord. Ouais, ça donne très envie de le lire, en tout cas. Et donc, bon, ben, écoute, je crois que on est. Je voudrais quand même te demander si tu as des sources d'inspiration, des écrivains qui t'inspirent particulièrement, si tu lis beaucoup, et voilà. Moi, je lis beaucoup, bien entendu, et je lis tout. C'est-à-dire que là, en ce moment, alors, il s'avère que je fais beaucoup de salons et que généralement, j'achète les livres des auteurs qui sont à côté de moi. Oui, moi aussi. Et comme j'ai beaucoup de retard, là, je suis en train de lire un livre de Michel Barrière que j'ai acheté au Salon du Polar de Villeneuve-les-Avignon au mois de novembre l'année dernière. Donc voilà, D'accord. voilà ce que je lis en ce moment. Mais avant, j'avais lu le dernier Werber parce que finalement, je suis partie des rares personnes qui n'avaient jamais lu Les Fourmis. Et donc, j'ai commencé par la fin, par la boîte de Pandore. Mais voilà, donc je lis toutes sortes de choses dans des domaines très différents. J'ai lu beaucoup de policiers à une époque, mais beaucoup moins maintenant. D'accord. Donc, et tu n'as pas pour l'écriture quelqu'un à qui tu penses pendant que tu écris pas spécialement, puisque en fait tu. Non, pas vraiment, parce que sinon je m'arrêterais d'écrire. Ah oui. Parce que je trouve tellement génial tout ce que je lis, enfin, la plupart du temps, que non, il ne vaut mieux pas que j'y pense trop. Oui. C'est vrai que pour s'autoriser à écrire, il faut parfois oublier qu'il y a tous ces génies qui nous. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, oui. Il y a des moments où c'est difficile. Et alors, on va peut-être terminer par un. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui voudrait écrire, ou si tu as un secret que tu voudrais partager, ou quelque chose comme ça. Alors, le conseil, ce serait de prendre le temps. Vraiment être capable de prendre le temps, ce qui est très difficile. Très, très difficile. Quand j'ai écrit mon premier livre, d'abord, je ne savais pas que j'écrirais un livre, je ne savais pas que j'arriverais jusqu'à la fin, je mettrais un point final. Mais ce point final, c'est tragique. C'est tragique, parce que quand on a mis le point final, on se dit, mais j'ai fait un livre, donc maintenant je veux le publier. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui écrivent, et il y a peu de gens qui sont publiés. Donc il faut prendre son temps, il faut le relire, le relire, le faire lire, le corriger. Les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, et puis on en oublie, on en laisse passer, mais ça fait rien, le corriger le plus possible. C'est très difficile, pas l'envoyer tout de suite. Le laisser mûrir. Ah voilà, être capable de le reprendre dans un mois. Mais c'est très difficile, c'est très 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 difficile. Et puis toutes les maisons d'édition qui vous auront refusé, eh ben c'est pas grave, renvoyez-leur dans 3 mois ou dans 4 mois. C'est peut-être pas la même personne qui le lira. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais alors, quand tu fais ça, quand tu le renvoies, tu changes le titre ou tu renvoies le même? Non, le même titre. Même titre. Le même titre. Ils s'en rendent pas compte, ils n'ont pas des Non. listes. Werber envoyait quand les fourmis, il mettait un cheveu au milieu de son manuscrit pour voir si le manuscrit avait été ouvert quand on le retournait. La plupart du temps, il n'était pas ouvert. Oui. Ça doit marcher. Patience, confiance, envie, ténacité et envie. Oui. Ouais. Bon, l'envie, elle précède tout ça, mais ensuite, patience, confiance, ténacité, c'est ça que tu dis en fait. Et essayer d'oublier la peur, ce qui n'est pas évident. Oui. Si elle n'envahit pas tout, quoi. Voilà. Oui, la peur, c'est peut-être plutôt après le premier.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. La peur de ne plus écrire ou le peur, voilà, Ouais, Oui, oui. mais c'est tellement merveilleux. Ah, alors voilà les bonnes choses. Ah oui, c'est merveilleux, c'est extraordinaire d'écrire, de partager, d'aller sur des salons, de parler avec des auteurs, avec des visiteurs, avec des blogueurs. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai Donc bonheur. tu aimes cette partie en fait aussi, faire des salons, rencontrer des gens, tu aimes ça? Oui. D'accord. Oui, parce que maintenant je le fais Au début, je pensais que je le faisais pour vendre des livres. Et en fait, je me rends compte que non, je le fais pour des rencontres. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, je crois que c'est la sagesse, ça. Et ça, c'est un vrai bonheur. Ben écoute, c'était formidable, vraiment, je te remercie de tout ce que tu as partagé avec nous, puis de ce que tu nous as expliqué là à la fin, parce que je pense que c'est des petites choses qui vont pouvoir aider des personnes qui sont très vraies et très sages. Je dirais en même temps. Voilà, mais que moi, je suis prêt à. Alors, mais ce ne sont pas c'est dans des petits conseils, mais si je peux rendre service à des gens, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'aurais bien aimé qu'on me donne des pistes, mais en plus, moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé Oui. et qui m'aident encore. Moi, j'ai des copains auteurs qui m'aident bien, donc. Oui, heureusement qu'il y a cette entraide entre auteurs en général. Mais écoute, merci beaucoup Richard pour voilà. Merci, c'est un bon moment. Oui, formidable. Moi je vais, alors attends, hein, parce que là il faut que je te dis un au revoir officiel, voilà, parce que je vais couper la vidéo.